Retrouvez les experts à tout moment sur RTL à l'infini en appuyant sur le bouton rouge de votre télécommande. La controverse lourde de sens, les abus sexuels dans l'Église, avec bien sûr le rapport Adriaan Sens, l'affaire du trou de l'Église catholique belge. Nous entendrons des victimes, nous verrons la réaction de l'Église, la réaction de la justice, mais aussi les propositions de nos hommes et femmes politiques. Avant cela, l'info confidentielle Paris Match. Nous parlerons du centre de distribution d'héroïne qui s'est installé à Liège. Mais tout de suite, les chroniqueurs de Frédéric Codorlier pour l'actualité décryptée, c'est Sans langue de bois. Bonjour, bienvenue dans Controverse. C'est le dossier du trou de l'Église belge. Cette phrase est à la une de tous les journaux, dans tous les médias depuis vendredi. Elle est bien sûr attribuée à Peter Adriaan Sens, le président de la commission chargée d'examiner les abus commis dans l'Église catholique. Le rapport a donc été rendu. Il fait froid dans le dos. 488 témoignages de personnes abusées, 13 personnes décédées qui se sont suicidées, des victimes abusées parfois dès l'âge de 2 ans, des faits commis dès 1960. Nous allons donc en parler ce dimanche avec beaucoup d'invités. Avant de vous les présenter, je voudrais vous parler d'un invité que vous ne verrez pas, vous l'entendrez. C'est une femme aujourd'hui âgée de 50 ans. Elle a été abusée dans les années 70, elle avait 17 ans. Nous l'entendrons dans quelques minutes. Bonjour Anne, vous êtes dans un autre studio. Bonjour. On écoutera votre témoignage dans quelques instants. Avec nous, Joël Devillé. Vous aussi, vous avez été victime d'un prêtre pédophile. Vous nous parlerez de ce combat que vous menez. Gabriel Ringlet, vous êtes prêtre et vous êtes aussi l'ancien vice-recteur de l'Université catholique de Louvain. Walter Van Steenbroek, merci d'être là. Vous êtes l'avocat d'une trentaine de victimes. On aura l'occasion de beaucoup parler avec vous. Tommy Scholtes, directeur de l'information de Catobel. Philippe Morandini, vous êtes membre du Conseil supérieur de la justice. Je rappelle aussi que vous êtes premier substitut à Dinan, où vous avez traité beaucoup de dossiers d'abus sexuels. Et pour les gens qui l'auraient oublié, vous avez été aussi le magistrat presse dans l'affaire du trou. Emmanuel De Becker, pédopsychiatre aux cliniques Saint-Luc. Vous nous parlerez évidemment de l'impact et du traumatisme des victimes enfants, mais aussi de ces enfants abusés devenus adultes. La politique, Daniel Backlaine, vous êtes chef de groupe MR à la Chambre. Thierry Gillet, chef de groupe PS, toujours à la Chambre. Catherine Fonck, vice-présidente du CDH et aussi chef de groupe CDH à la Chambre. Et enfin, Olivier Deleuze, chef du groupe Écolo Groen à la Chambre. Merci d'être avec nous. Je voudrais adresser des remerciements pas très particuliers à Gabriel Ringlet et à Tommy Scholtes parce que nous avions invité beaucoup de personnes, Monseigneur Léonard, le cardinal Danels, mais qui n'étaient pas disponibles. Donc je vous remercie beaucoup d'être sur ce plateau pour parler de ce rapport très difficile. D'abord, le témoignage d'une personne que nous appellerons Anne. Anne, un sujet évidemment qui est toujours douloureux pour vous. Vous avez 50 ans, vous viviez dans une communauté religieuse et vous avez été abusé dès l'âge de 17 ans. Un calvaire qui a duré 2 années avec une véritable manipulation mentale. Oui, tout à fait. C'était une personne religieuse très chaleureuse et accueillante et qui m'a abusée par la suite et violée pendant plus de 2 ans. Et ce n'était pas facile de parler. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment c'est possible de se faire violer et de ne pas pouvoir se défendre et de ne pas parler tout de suite. Et ça, c'est quelque chose de très dur pour les victimes. Parce qu'il faut savoir que quand un abuseur viole sa victime, il y a d'abord tout un travail de manipulation et de terreur, de chantage. Et quand on ose parler, la personne commence par dire que ce n'est pas vrai, qu'on ment, et alors on n'ose plus parler et on est coincé. Vous avez fait un vrai travail et il y a quelques années, vous êtes parvenu à mettre des mots sur votre calvaire et votre vie, ce que ça a bouleversé dans votre vie. Vous avez écrit une lettre de 4 pages. Je l'ai ici, impossible évidemment de lire les 4 pages, mais sur cette manipulation, je voudrais lire ce que vous écriviez. Quand tu m'as violé pour la première fois, j'ai été tétanisé de peur. Tu as trahi ma confiance alors que j'avais confiance en toi. Tu t'es approprié ma vie sexuelle avant que même moi je ne puisse la découvrir. Tu disais à tes victimes qu'il fallait
fallait accepter la tendresse, celle de Dieu, qu'il fallait se laisser faire. Si j'avais parlé à l'époque, si j'avais dénoncé, personne ne m'aurait probablement cru. Non seulement ça décrit bien la manipulation mentale. Est-ce que selon vous, votre abuseur, dans cette communauté religieuse, a fait d'autres victimes? Je rappelle que dans cette communauté vivaient aussi des enfants qui étaient victimes d'handicap, un handicap mental entre autres. Oui, tout à fait. Il a fait 17 victimes. Il y a 17 victimes qui sont allées se plaindre avec moi à la police, qui ont porté plainte avec moi. Et ce qui est très grave, c'est qu'en fin de compte, j'ai parlé de tout ça, j'ai dénoncé ça par exemple à Child Focus et j'espérais que Child Focus prenne la défense de ces enfants handicapés et ils n'ont rien fait. Il faut savoir que la police judiciaire, quand on interroge un enfant handicapé, elle ne fait rien parce qu'elle n'a soi-disant pas les possibilités d'interroger un enfant handicapé. Donc il se fait qu'il y a des personnes handicapées qui ont été abusées et les parents ne savent même pas que ces enfants ont été abusés. Donc il n'y a aucune loi qui protège ces enfants handicapés. Il y a eu aussi des enfants de la DAS et pour l'instant, j'essaye encore d'aider une personne qui a été abusée en même temps que moi et qui est prête maintenant à se battre parce que je lui ai dit tu dois te défendre, tu dois la dénoncer parce que tu as déjà fait 3 tentatives de suicide, maintenant ça suffit, je veux que tu te relèves. Pour bien comprendre non seulement le calvaire physique durant ces 2 années, mais aussi pour bien comprendre tout ce qui a marqué votre vie ensuite. C'est toute votre vie et celle de votre famille qui a été bouleversée. Je vais me retourner vers cette lettre que vous avez adressée à votre abuseur. Et vous dites par exemple, à la naissance de ma fille, les premières paroles furent « Toi ma fille, tu risques de souffrir. J'avais peur pour elle qu'elle se fasse violer. » Et quand votre fils est né, vous dites ces mots terribles. Tout me rappelait ton image, je voyais en lui un futur violeur. J'ai cru jusqu'à sa naissance tout oublier que je l'aimerais, mais le mal était plus profond. Lui ne se sentait pas aimé, reconnu. À 3 ans, il a eu des problèmes d'anorexie. Ça a véritablement marqué toute votre vie et toute votre famille. Oui, tout à fait. Mes enfants en ont terriblement souffert. Ils ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi je ne voulais pas inviter de garçons à la maison. Il faut savoir que je n'ai parlé qu'à 34 ans, donc bien après la naissance de mes 4 enfants. Et donc, quelque part par là, c'était une souffrance qui était intérieure que j'essayais d'oublier. Mais oublier, ça ne guérit pas. Et c'est le contraire. Et en fin de compte, c'était une colère qui grondait en moi. Et mes enfants en ont terriblement souffert. Pourtant, mes enfants, je les aimais, particulièrement mon premier garçon. Je pensais qu'en fin de compte, j'aurais tout oublié, que tout se passerait bien. Et il a ressenti qu'il y avait un problème psychologique grave. Et c'est comme ça qu'il a fait l'anorexie. Mais heureusement, j'ai commencé à faire des thérapies avec lui. Mais c'est seulement maintenant, à l'âge de 22 ans, que je commence vraiment à avoir un contact réel avec lui. Et donc, j'ai perdu beaucoup d'années avec lui. Dans votre malheur, vous avez pu quand même avoir une reconnaissance judiciaire au civil. On en parlera durant le débat, un débat que vous suivrez évidemment et que vous pourrez intervenir. Aujourd'hui, quand on apprend qu'en fait beaucoup de responsables de l'Église étaient au courant, que des victimes en avaient parlé, quelle est votre réaction? On est furieux. On est furieux et chaque fois que l'Église commence à parler et commence à dire « oui, maintenant on va faire quelque chose », chaque fois que l'Église dit « oui, mais on ne savait pas que les églises souffraient », pour moi ça c'est de l'hypocrisie. Parce que ce n'est pas possible de dire on ne savait pas. Par exemple, Monseigneur Léonard avait été invité à mon procès et une semaine avant mon procès, une personne qui m'aidait dans ce procès avait retéléphoné, avait réécrit à Monseigneur Léonard pour dire venez à ce procès pour qu'il sache comment les victimes souffrent. Il n'est pas venu. Merci Anne. Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez dans ce débat. Je me tourne vers vous, Gabriel Ringlet. Un tel récit, des dégâts durant autant d'années, au-delà de la maltraitance physique, et ce silence de l'Église, malgré des interpellations quand même assez récurrentes. Vous avez tout à fait raison, et des témoignages comme celui de Anne, j'en ai reçu moi-même de très nombreux. Après l'affaire du trou notamment, il est très très fréquent que des gens soient venus me dire des choses aussi terribles. Je pense par exemple à une maman qui, elle aussi, avait 4 enfants, qui a découvert à un moment donné que son mari avait été abusé, lui-même dans son enfance, et qui, un peu plus tard, découvre qu'il abuse ses propres filles.
Vous imaginez le drame, l'écroulement. Et donc, il y a plusieurs réactions face à cela. Et qu'avez-vous dit précisément à ces personnes qui sont venues vous trouver? Mais j'y viens. Il y en a qui demandent à parler, ce qui est déjà formidable, ce qui est déjà une extraordinaire victoire. C'est très très heureux que cette parole puisse surgir, mais comme vous l'avez entendu, et c'est très très fréquent, il arrive que ça prenne des dizaines d'années avant que quelqu'un ose parler. Certains sont venus me dire surtout que mes proches ne le sachent pas. Et donc c'est une grande victoire pour moi, que finalement, derrière cette chose atroce qui éclate aujourd'hui, plus publiquement, des victimes s'expriment davantage. Et c'est vrai que nous avons vécu une très grande occultation, mais dont chacun doit se sentir responsable. J'aimais beaucoup cette journaliste flamande qui disait, dans un éditorial il y a 48 heures, « Moi aussi, je me sens responsable d'un certain silence. » Justement, ma question va peut-être vous paraître un peu curieuse par rapport à ça. Est-ce que, depuis vendredi, je suppose évidemment que vous avez beaucoup réfléchi sur le drame et sur ce qui s'est joué, est-ce que vous vous dites, peut-être je n'ai pas agi de manière correcte? Est-ce qu'il y a un regret peut-être dans votre chef? Je dois dire que personnellement, j'ai eu l'occasion d'accompagner et de chercher à accompagner en fonction de ce que la victime attendait. Tantôt, elle attend à être écoutée à titre tout à fait personnel, simplement dans la confidence. Une victime me disait « Ce qu'un prêtre a détruit, un prêtre doit le reconstruire ». Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Mais ce qui me frappe dans le rapport, c'est l'ampleur, je vais presque dire la dispersion géographique des faits. On ne peut pas simplement dire « Oh là là, c'est telle victime qu'on peut isoler parce qu'il y a eu tel pervers ». On ne peut pas dire simplement « C'est dans tel collège ou dans tel internat ». On est en train de se rendre compte que c'est très, très large, non seulement en Belgique, en Irlande et partout ailleurs, aussi, oui. Et que donc nous devons absolument nous interroger, je n'ai pas la réponse, sur le terrain qui peut conduire à des comportements de ce genre-là. Anne, je pense que vous voulez intervenir. Est-ce qu'il y a un décalage entre votre ressenti et les mots de l'Église aujourd'hui? Mais je dirais, d'abord j'avais écrit à M. Gabriel Ringlet en son temps, et c'est vrai que quelque part par là, même ces personnes-là ont difficile à savoir quoi dire, quoi faire. J'avais écrit à énormément de personnes et je n'ai pas eu de réponse. Ils n'ont pas trouvé ce qu'il fallait faire pour aider. Donc je dirais, aujourd'hui, j'espère que cette émission soulèvera vraiment des réponses pour vraiment aider concrètement les victimes. Parce que bon, M. Ringlet, en ce temps-là, n'a pas su faire. Il a répondu peut-être une lettre très gentille, mais il n'y avait pas quelque chose de concret. Et donc, quelque part par là, quand je vois l'Église qui écrit, par exemple, dans les journaux, je ne sais plus si c'est dans Le Soir ou La Libre Belgique, et qui dit, mais vous savez, chaque année, on va trouver une date dans l'agenda pour dire que chaque année, on va penser à toutes les victimes qui sont abusées par l'Église. C'est pas de prière qu'on a besoin. Penser une fois par an aux victimes, c'est quelque chose de ridicule. Et encore, nous, on essaye d'oublier. Et donc, une fois par an, l'Église a envie de dire, elles vont prier pour nous. C'est d'un ridicule. Ce n'est pas ce que vous attendez. À côté de moi se trouve aussi Monsieur De Villiers. Vous avez été abusé par un prêtre. Est-ce que ce qu'a vécu Anne, je suppose que ça doit vous interpeller, et peut-être le décalage aussi entre vos appels à l'aide et la réponse de l'Église? Oui, moi je reviens sur ce qu'elle dit, l'Église, c'est de l'hypocrisie sans arrêt. C'est toujours des discours, mais en réalité, il n'y a rien. Voilà. Moi je dis souvent, si quelqu'un vole à son travail, il est mis à la porte pour faute grave, il a difficile à retrouver un travail ou quoi, mais dans l'Église, quelqu'un viole, il reste en place. Et ça ne va pas. C'est toute la difficulté d'avoir des réparations. Walter Van Steenbroek, vous représentez toute une série de victimes. Je suppose que ces mots-là, vous les avez entendus souvent. Oui, j'ai entendu des témoignages très cruels. Et il y a vraiment une solidarité actuellement entre les victimes. Et ce n'est qu'après l'affaire Van Geluwe qu'ils ont vraiment trouvé de la force pour dire, voilà, on ne recule plus, on veut que tout soit clair. Et je pense qu'on doit être d'accord sur le fait que ces faits-là, ça surmonte l'intérêt privé. C'est vraiment une chose de société avec intérêt public. Et je pense que c'est la mérite de l'investigation
l'investigation maintenant du juge d'instruction à Bruxelles de vraiment tout investiguer pour trouver vraiment la vérité, les mécanismes, les systèmes qui ont fait la loi de silence et qui ont pu garder le silence sur tous ces faits-là, puisque quand on voit et quand on lit le rapport du professeur Peter Adriaansens, on voit qu'il y a un lien très net entre tous ces dossiers-là, et je pense que maintenant c'est le temps à vraiment mise en point tous ces actes-là, tous les systèmes. Et c'est pour ça que les victimes sont très en colère maintenant, après ce qui s'est passé devant la chambre de mise en accusation, qu'ils ont maintenant retiré des preuves qui sont bien importantes pour ces victimes-là, qui n'ont pas été entendues. On parlera de l'avenir et des suites possibles, notamment les dommages aux civils. Mais est-ce que vous avez perçu chez l'ensemble de vos victimes ce besoin de sanctions, de reconnaissance et pas seulement un procès canonique comme on a entendu dans le cadre de M. Van Gelderen? Est-ce qu'il y a ce besoin de sanctions? Oui, le mot de reconnaissance, c'est ça qui est très important. J'ai vu une trentaine de victimes, ils n'ont pas parlé du dédommagement, ils veulent une reconnaissance, que c'est clair, parce qu'ils ont eu eux-mêmes toujours le sentiment que c'était eux les coupables. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez utilisé le mot manipulation, mais je pense que ça, c'est vraiment la clé de tous ces dossiers-là. Ils se sentaient manipulés, ils pensaient que c'était eux les coupables, tandis que les abuseurs et les gens qui ont vraiment fait de la protection, ce sont des gens de l'Église. Et quand l'Église dit aujourd'hui, on comprend, on va aller vers vous, on va vous écouter, ça ne suffit pas comme reconnaissance? Les réponses sont un peu ambiguës. Les victimes réagissent de cette façon-là. Ils disent, voilà, par exemple, le cardinal Daniels, il dit, on n'a pas pu faire ça, mais dans un autre contexte, dans une autre réaction, il n'y a quand même pas vraiment de la culpabilité totale. Il faut que ça soit clair, que tout est clair et que le juge d'instruction, ça a vraiment un sens d'intérêt public, que tout soit clair et que ces gens-là, après l'investigation, ils peuvent venir devant la justice et obtenir de la reconnaissance. Tommy Scholtes, vous êtes prêtre, mais vous êtes vraiment bien ancré dans le quotidien des gens. Quand vous percevez ce décalage et ce refus d'écouter ce que vous dites de la part des victimes qui sont vraiment à bout, vous comprenez qu'il y a un problème dans le chef de l'Église et dans la façon de parler, peut-être? Évidemment, moi j'ai lu le livre de Joël de Villers, j'ai entendu, j'ai rencontré quelques personnes aussi. Ça fait très mal au cœur parce que j'ai aussi des neveux et des nièces et des petits-neveux et mes amis ont des enfants et quand je vois des enfants, je dis mais attends, des enfants comme ça à qui on a fait du mal, bon, ça fait partie d'abord de ma souffrance de me rendre compte que des tout proches de moi auraient aussi pu être abusés. Je souffre aussi parce que l'Église est dans la tourmente, mais je me suis dit qu'il y a quand même, il y a quelques mois, quand on a créé la commission Adriaansens, on a quand même pris, je dirais à ce moment-là, de la hauteur. Et sur ce même plateau, le jour de Pâques, avec le professeur Adriaansens, nous disions on va maintenant aller jusqu'au bout. Et on lui disait, à l'intérieur de l'Église, on vous fait confiance. Et nous savions que nous aurions un jour un rapport, et ce rapport est venu. Ce rapport a un contenu qui a été partiellement, je dirais même, amputé en raison de la perquisition désastreuse, de mon point de vue, du 24 juin, qui est encore venu rendre impossible un certain nombre de démarches. Et donc, je suis pleinement derrière cette demande des victimes d'être écoutées. Je me rends compte que à beaucoup de moments, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont réellement écouté. Je pense aussi que certains n'ont peut-être pas écouté suffisamment. Mais il y a un accueil de volonté. Et on a voulu aller jusqu'au bout avec cette commission Adriaansens, qui nous fait mal par ses réponses. Mais derrière ces réponses, c'est surtout les 485 dossiers, 485 victimes. Et on est conscient, tout en disant qu'à l'intérieur de la société, cela montre qu'il y a une véritable catastrophe, je dirais, par rapport à cette attitude de la sexualité et de cette espèce de silence qui est là et que
tout le monde en fait dénonce en disant mais j'ai voulu en parler, j'ai eu peur, je n'en ai donc pas parlé, ni à l'Église en fait, parfois à l'Église, et pas non plus toujours à la justice, alors que des parents auraient pu aussi parfois aller à la justice. Vous dites cette commission André Janssens, bon, on l'a voulu, on a tout fait pour qu'elle s'installe. Aujourd'hui, on voit l'ampleur du rapport. Alors effectivement, la lumière est faite. Est-ce que vous n'avez pas aussi minimisé ce qui se passait? Le cardinal Danels a dirigé l'Église pendant 40 ans. Il est très affecté. On m'a dit qu'il était vraiment très très affecté par ce qui se passait. Est-ce que ça veut dire que dans le chef de l'Église, personne à un moment donné n'a compris que c'était d'une telle ampleur? Je pense que par rapport à ça, il y a deux parties dans cette question. Le cardinal Danels est particulièrement affecté par rapport à ce qui se passe autour de l'affaire Van Geel, de la conversation enregistrée, etc., et de tout ce qui a été entraîné, de ce qu'il a appris et dans la tourmente dans laquelle il s'est retrouvé. Je ferai un point particulier par rapport à ça. Je crois qu'on était bien conscient qu'à un moment donné, il y avait des choses et qu'il fallait à un moment donné prendre les choses en main. Et en fait, s'il y a eu la commission André Janssens, c'était aussi d'une certaine façon parce que d'abord, l'Église avait à prendre ses responsabilités, et puis par rapport à toutes les choses qui étaient prescrites et qui étaient donc anciennes, il n'y avait plus de grande facilité d'accès à la justice, puisque on n'aurait pu faire que ça. Et donc je crois que un lieu d'écoute, un lieu d'accueil, un lieu de conseil avec avocats, parce que la commission André Janssens a aussi transmis 13 dossiers à la justice, et nous le savons, et nous avons dit, c'est très bien, ça fait partie des statuts de la commission André Janssens de proposer directement à quelqu'un de s'adresser à la justice. Et donc là, évidemment, nous avons été arrêtés dans notre élan, si je puis dire. La commission a été arrêtée. Oui, nous reviendrons bien sûr sur l'aspect judiciaire. Gabriel Ringlet. Je pense qu'il faut être tout à fait clair aujourd'hui sur ce qu'on appelle aller jusqu'au bout. C'est clair qu'il y a eu une première période d'occultation à la fois institutionnelle et individuelle, et que beaucoup se sont tus, c'est vrai. Première étape. Aujourd'hui, on essaye de mettre les choses en lumière. Ce rapport va nous aider. Mais si nous n'allons pas jusqu'au bout de ce que cela signifie et comment ces occultations ont pu être possibles et surtout comment cette pédophilie peut surgir de cette manière aussi répétitive, alors je crains que nous nous retrouvions au point de départ dans quelques années. Il y a là, de la part de l'institution, une obligation morale fondamentale aujourd'hui à vraiment creuser ces questions. Parce que c'est le cœur de l'Évangile qui a été trahi dans tout ce qui se passe. On prétend, quand nous référons à cet Évangile, être attentifs aux plus petits, à ceux qui sont le plus en fragilité, et nous nous trouvons là devant des gens chargés d'annoncer l'Évangile et qui pratiquent exactement le contraire des béatitudes. C'est une question qui touche l'Église de plein fouet, je trouve. Et même l'ensemble de la société. Je crois qu'il faut être aussi clair là-dedans. Malheureusement, c'est à l'intérieur, c'était le commissaire aux droits de l'enfant, Claude Lelièvre, qui avait dit aussi ici sur ce plateau, il y a quelques années déjà, qu'il y avait 95% des cas de pédophilie qui étaient en fait des questions intrafamiliales. Donc la question est beaucoup plus large que l'Église, et donc nous avons à prendre nos responsabilités, à aller jusqu'au bout, mais que l'ensemble de la société puisse accepter de se poser des questions par rapport à toute une manière d'être à l'égard de la sexualité, par rapport au tabou qu'elle représente. Et là, je crois que là, effectivement, nous sommes tous responsables de dénoncer là où il faut dénoncer. Mais il y a aussi tout un climat qui, dans les années 68, était à un moment donné une espèce de libertinage qui était conseillé, je dirais, dans une espèce de liberté, qui a contribué à cet état. Ça a continué aussi au-delà, jusque dans les années 80. Oui, et le rapport dit que finalement, si ça s'est arrêté, c'est parce qu'il y a eu un manque de vocation et peut-être une dissociation. Donc il y a plein de choses. On est dans la société et nous avons, je dirais, à prendre notre part. Mais je pense que le médecin pédopsychiatre pourra aussi dire à quel point les choses sont très complexes, et pas uniquement dans l'Église. Et malheureusement, c'est comme ça. Anne, on me dit que vous voulez intervenir, on vous écoute. Oui, tout à fait. Vous savez, Danels dit maintenant qu'il est affecté depuis quelques mois, mais il faut savoir que les victimes, elles souffrent depuis des années. Donc je crois qu'il faut surtout penser aux victimes plutôt que de la santé de Danels actuellement. Deuxièmement, je voudrais dire que quand on parle de l'Évangile maintenant, il faut savoir que les victimes qui ont été abusées par des gens d'Église, pour l'instant, et en tout cas pour beaucoup, pour la majorité de ces victimes, elles ne sont plus catholiques, elles ne sont plus chrétiennes, elles s'en foutent de l'Évangile. Donc quelque part par là, nous, l'histoire, l'image de l'Évangile, on n'en retire plus rien. Alors,
quand ils disent que la commission existe depuis quelques mois seulement, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une première commission dont c'était Madame Alsberg qui était la présidente, a fait un très bon travail. Et si Madame Alsberg a claqué la porte de cette commission, c'est parce qu'on lui mettait des bâtons dans les roues. Il faut savoir que mon pédophile, c'était le frère de l'ancien évêque de Namur. Et donc, l'ancien évêque de Namur avait tout intérêt à essayer d'étouffer toute l'histoire. Et donc, c'est comme ça que mon procès a duré 11 ans, parce qu'il fallait éviter que l'on casse l'image de l'Église. Madame Alsberg a fait un travail merveilleux. Il faut dire que certaines personnes qui travaillaient dans cette commission ne répondaient plus à son courrier. On lui mettait des bâtons dans les roues. Quand Madame Alsberg écrivait à des évêques pour avoir des explications, pour avoir du suivi dans ses dossiers, on lui disait qu'on lui répondait même pas. Et c'est comme ça que Madame Alsberg a claqué la porte de cette commission, parce qu'elle a dit « je ne veux plus travailler avec des hypocrites ». Monsieur Van Steenbroek, quand on entend effectivement qu'il y avait cette première commission et que on le savait. Je viens de dire que c'était une commission qui n'avait pas de base légale. Et c'était une commission qui a été érigée par l'Église. Alors, il s'agit vraiment des faits qui ont un intérêt public. Et c'est à une vraie justice à agir, comme le juge d'instruction voulait le faire. C'est ça qui est important. Et avec ce que le juge d'instruction doit faire, on suit la loi. Et maintenant, il faut qu'on continue et que tout soit clair. Philippe Morandini, la justice finalement, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été plus présente? On a envie de se poser cette question. Mais je vous répondrai en tant que juriste. Je ne parlerai pas du travail de la commission Adriaensen, ni de son contenu. Je crois qu'ils ont fait pour bien faire et qu'ils veulent bien faire. Vous entendez des gens ici qui crient, et qui crient quoi, pardon, ben, leur douleur. Et nous sommes, nous, en société, dans un état de droit. Qui peut répondre à cette douleur? Juridiquement, seul l'État peut répondre à cette douleur. Et personne d'autre ne peut répondre à cette douleur. Alors pourquoi la justice n'est pas intervenue? Parce qu'elle n'est peut-être pas mise au courant. Moi, je lis simplement ma loi. La loi, elle me dit ceci. Le procureur du roi a un devoir, pas une obligation, un devoir d'information. Et donc, je dis à toutes les victimes, si vous avez été victime, vous devez déposer plainte. J'entendais le cri de douleur de madame tout à l'heure qui venait dire « mais voilà, il n'y a pas de loi pour les victimes ». Mais si vous avez des lois pour les victimes, savez-vous que les victimes de faits de mœurs, même adultes, ont droit à une personne de confiance? Ces gens ont droit à avoir une audition audiovisuelle, ont le droit d'être entourés, ont le droit justement de se voir enregistrer pour éviter d'être confrontés à l'abuseur. Mais si les faits ne sont pas portés à la justice, le procureur du roi ne s'est pas sucé de son pouce. Alors, le problème avec lequel on revient toujours, c'est la prescription. Vous me permettrez de vous dire qu'en tant que professionnel, seul le procureur du roi est habilité à dire si un fait est prescrit ou pas. Et ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir? Mais bien évidemment. Nous pouvons remonter par nos règles de prescription jusqu'à des faits de 1960, si dans le cas d'un délai primaire de délai de prescription, l'auteur a commis d'autres faits. Mais si on ne permet pas à la justice d'investiguer, comment voulez-vous que la justice puisse rendre justice? Alors on a l'impression parfois que oui, on a voulu bien faire. Et puis il y a des gens qui se sentent incompris et qui disent voilà. Et moi je voudrais rappeler à tout citoyen que la justice elle est rendue par la justice et c'est le principe même de l'état de droit. Imaginez demain qu'il y ait un club de football dans lequel se passent des faits de pédophilie. Est-ce que l'on va imaginer que l'on mette une commission avec 2 dirigeants de club de football pour voir comment ça se passe? Ce serait un tollé général. Je ne dis pas que le club de football qui dirige de la sorte veut faire pour étouffer. Je suis convaincu que ces gens sont animés de meilleures intentions. Mais légalement, pourquoi est-ce qu'une victime d'un prêtre doit être traitée différemment qu'une victime qui a été abusée par son père? Allez expliquer ça à des victimes. Eh bien, moi, je ne le comprends pas non plus. Alors, j'invite les gens qui sont victimes à déposer plainte, à écrire au procureur du roi et à signaler qu'ils ont peut-être des problèmes à s'exprimer. Et le procureur du roi, et il y va de sa responsabilité, car nous avons des obligations légales à respecter, mettra en œuvre les conditions pour que ces témoignages soient les mieux reçus. Il y a un service d'aide aux victimes, un service d'accueil aux victimes. On n'en parle jamais. Ces gens font un boulot exemplaire sur le terrain, à côté des magistrats. Eh bien, nous sommes là pour vous entendre. Et s'il y a un secret de l'information, n'en déplaise aux journalistes, M. Willock, c'est aussi pour préserver justement l'identité des victimes et pouvoir faire un travail avec elles. Walter Van Steenbroek, je vois que vous... Oui, je suis 100% d'accord avec ce que dit M. Morandini, mais c'est de la théorie. Ici, dans le cadre de ce dossier,
Moi, j'ai écrit une lettre parce que j'étais l'avocat dans ce période-là d'une trentaine de victimes. J'ai écrit une lettre le 3 août de cette année-ci à la Chambre des mises en accusation, au parquet général de Bruxelles, en disant, voilà, je suis l'avocat de certaines victimes. On a déposé plainte dans les mains du juge d'instruction, M. De Troyes, et on veut quand même assister, participer au débat qui venait se produire le 6 août, parce qu'on a dû entendre ça par la presse, qu'il y avait une audience en les pleines vacances, le 6 août, devant la Chambre des mises. Moi, j'écris une lettre parce que je dis, on va quand même pas tout faire au-dessus de notre tête, parce que ça nous concerne, ça concerne les victimes, d'être entendues, d'être informées, parce qu'après la commission du trou, il y avait dans notre code d'instruction criminelle un article qui disait que les victimes doivent être entendues, informées dans tous les stades de la procédure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas été informés de l'audience, de la démarche du parquet général, rien du tout. On n'a pas pu participer à la procédure devant la Chambre des mises en accusation. Et maintenant, on vient de dire, vendredi, par vos collègues journalistes, qu'il y avait un arrêt de la Chambre des mises en accusation qui dit, voilà, on va retirer des preuves qu'on a trouvées suite à la perquisition du 24 juin, et ces preuves-là vont être totalement annulées, tandis que dans ces preuves-là, on peut éventuellement trouver des preuves pour demander des dédommagements, éventuellement, devant le juge civil, pour obtenir de la reconnaissance. Alors pour moi et pour les clients, c'est scandaleux. Oui, Philippe Morandini, ce qui ne donne pas confiance aussi, c'est le fiasco, entre guillemets, de l'opération Calice, avec vous parlez les victimes moi, se disent, je ne peux pas parler de fiasco, je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas accès au dossier, et on va pas on fait des perquisitions et puis on doit tout rendre et on peut rien utiliser. Il faut savoir qu'il y a un principe, j'en reviens au droit. Le droit, je le rappellerai, c'est pas fait pour compliquer les choses, même si ça peut paraître comme ça, c'est fait pour qu'il y ait une harmonie entre les hommes quand on vit en société, et qu'il y ait un principe qui est l'égalité de tout le monde devant la loi. La loi est la même pour s'appliquer à tout le monde. Mais je voudrais dire ceci, c'est qu'un juge d'instruction n'est pas tout puissant. Il ne peut agir que dans le cadre de ses saisines. Si moi j'écris demain à mon collègue d'Anvers et qu'il n'est pas compétent, il ne peut rien faire. Il faut peut-être répondre, on ne répond pas, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas parce qu'on est juge d'instruction, procureur de roi qu'on peut commencer à investiguer partout en Belgique. On a des critères légaux pour justement préserver l'égalité du citoyen et l'accès à la justice. Maintenant, peut-être pas de réponse à gauche, à droite, je n'en sais rien. Moi, je ne connais pas le dossier, mais simplement, ne tirons pas des plans sur la comète. Personne n'a accès à ce dossier pour le moment et on est en train, tout le monde, de tirer de tous côtés. Il y a des règles de droit, si elles n'ont pas été respectées, eh bien, les magistrats font leur travail. Si des magistrats ne font pas leur travail, il y a des recours possibles. Qu'on mette aussi les chefs de corps devant leurs responsabilités. Ils ne demandent que ça. J'en suis convaincu. Qui peut être poursuivi? Les abuseurs, mais peut-être aussi les personnes qui savaient et qui n'ont pas dénoncé la justice? Mais est-ce que lorsque vous avez dans une famille où il y a eu des faits de pédophilie, la famille ne dévoile pas, est-ce que vous allez poursuivre toute la famille qui vit un calvaire? Et ici, l'Église... Donc c'est au cas par cas. Je n'en sais absolument rien. Il faudra voir s'il y a eu des actes répréhensibles commis par des autorités ou pas. Et ça, la justice devra enquêter. Mais il est un peu trop simple de venir dire, tiens, on se trouve face à une situation, personne n'a bougé, tout le monde est coupable. Il faut voir le vécu, il faut voir ce qu'on a voulu faire, il faut voir s'il y a une obligation de dénoncer. Il y a des règles légales. Alors il est vrai que, normalement, il y a une certaine obligation de porter les faits à la connaissance de la justice, qui est le seul pouvoir habilité à rendre la reconnaissance de la victime au nom de la société. Anne, je me tourne vers vous parce que vous avez donc eu un procès au civil que vous avez remporté et ça a été très très important pour vous. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je rends hommage à la communauté religieuse qui a accepté de prendre en charge les frais de thérapie et de payer des indemnités. C'est une décision courageuse de leur part et j'espère que cela fera jurisprudence pour d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, car il faut savoir que j'essaye d'aider une personne de la DAS qui a vécu la même chose que moi dans cette communauté, qui s'est retrouvée du jour au lendemain à la rue de cette communauté parce qu'elle voulait parler et qu'on disait d'elle que c'était une personne qui était provocante, qu'on disait d'elle que c'était une affabulatrice et c'est absolument inacceptable pour les victimes. Ces remerciements, Tommy Scholtes, c'est aussi important parce qu'il faut quand même distinguer les prêtres abuseurs de l'ensemble de la communauté catholique, parce que c'est vrai qu'on est peut-être dans une phase aujourd'hui où on fait un amalgame. Quand on voit dans les journaux que tous les évêchés étaient concernés, c'est important quand même de dire que, par exemple, Anne a été aidée au sein de la communauté religieuse. Oui, et je connais un peu la situation d'Anne indirectement. Effectivement,
je pense qu'un certain nombre de situations ont été bien accompagnées, il faut le dire aussi. Il y a aussi un certain nombre de prêtres, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, 4 ont été quand même condamnés au tribunal correctionnel, ont fait de la prison. Donc je trouve aussi que parfois c'est difficile quand on entend qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien dit, un certain nombre de choses ont été renvoyées. Je pense que vraiment on a conscience de la responsabilité qu'on a, et en particulier dans la question de la gestion des thérapies, d'accompagnement, etc. Il y a des questions de dommages moraux qui peut un jour arriver, mais qui évidemment est absolument inchiffrable, parce que c'est la question humaine qui est derrière, et donc la souffrance humaine, si vous dites à quelqu'un je vais te payer parce que tu souffres, parce que tu as souffert, ça n'est pas la réponse adéquate, en fait. Mais en même temps, accepter d'écouter réellement le poids de ce qui a été vécu et permettre... Et là, je pense que l'Église, et même dans le club de football dont parlait Philippe Morandini, qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur d'un groupe, comme ça existe dans les entreprises, pour les questions de harcèlement sexuel, par exemple, dans les entreprises, il est bon qu'il y ait des gens qui soient particulièrement attentifs, désignés, avec l'accord de tous, en disant, s'il y a un problème, je sais qu'en confiance, je peux parler à un tel, parce qu'il m'aidera à aller jusqu'au bout, y compris jusqu'à la justice. Et c'est dans cette démarche-là que nous voulons être. Accueillir, reconnaître et aller vers la justice s'il échoue. Philippe Morandini faisait aussi référence à la cellule familiale, parce que ce qui s'est passé, et là je me tourne vers le pédopsychiatre que vous êtes, Emmanuel de Becker, on est ici dans une structure avec une image de bienfaisance, un poids social très très important, une valeur morale très élevée qui bloque aussi toutes ces victimes et qui explique peut-être la longueur du travail à faire pour pouvoir s'exprimer. Oui, écoutez, tous ces témoignages et prises de position appellent évidemment de nombreux commentaires de ma part. D'abord, le témoignage de Anne et M. Villers également illustre bien combien le dommage, malgré l'arrêt des faits, malgré l'arrêt de la maltraitance sexuelle, continue à envahir la victime pendant de très nombreuses années. Et justement, dans mon travail, j'ai été particulièrement touché par une situation. Dans le cadre de mon travail, je rencontre des enfants, entre autres pour une évaluation d'abus sexuels intrafamilial, justement. Et la grand-mère, vous savez qu'aujourd'hui les grands-parents sont fort sollicités dans notre société, la grand-mère a souhaité me parler, accompagnée par la mère des enfants, donc sa fille. Cette personne âgée d'environ une 70aine d'années a ouvert un secret. Au lendemain de la guerre, elle était enfant, elle a été abusée par le voisin. Elle n'en a jamais parlé. Et c'est lors, effectivement, des questions centrées sur ses petits-enfants que tout ça est revenu. Et elle a souhaité ouvrir devant sa fille, avec moi, cette porte de son histoire, où pendant des années, elle a porté ce secret avec elle. Voyez-vous, je pense vraiment que ce témoignage illustre combien les dommages sont importants. Alors, il y a différentes façons de réagir. J'entends déjà ici des réactions de la justice, du monde de la société, mais ça ne va jamais, effectivement, réparer ces drames. Ces drames resteront, effectivement, au cœur de ces victimes. Joël de Villers, en tant que victime, ça traduit bien ce que vous avez ressenti et cette difficulté d'en parler? Oui, mais je dirais comme Anne, on a besoin d'être écouté, mais l'Église n'assume pas. Moi aussi, donc j'ai fait un procès à Monseigneur Léonard, qui est toujours en cours. Léonard n'est jamais venu au tribunal non plus. Donc il n'assume pas. Et ça, ce n'est pas bien. Donc c'est pour dire, on s'en moque. Donc moi, je l'ai attaqué au civil, il ne vient pas. Maintenant, il y a un expert qui a chiffré mon dommage. Le prêtre en question dit qu'on demande trop d'argent, alors que c'est l'expert qui a chiffré. Léonard, lui, ne répond pas au courrier de mon avocat. On doit l'harceler, il ne répond pas. Donc on doit refaire un calendrier judiciaire pour les 2 procès. Donc de nouveau avec plaidoirie, tout des trucs comme ça, les conclusions. Donc ça va encore durer, et après ils disent qu'ils sont du côté des victimes. Donc il ne faut pas imaginer les victimes qui ne portent pas plainte et tout ça. Moi je porte plainte, je fais confiance à la justice, mais l'Église s'en fout. Il méprise les victimes. Dans mon cas, je suis méprisé. Moi, je suis content que M. Scholtes a lu mon livre, mais il a fallu le temps. Voilà. Mais c'est bien. Mais ils sont ici pour en parler. Voilà. Et c'est vrai quand vous dites qu'il faut un changement au sein de l'Église. On peut s'étonner, par exemple, de ne pas voir la haute hiérarchie de l'Église réagir, ou en tout cas mettre du temps. On dit que Monseigneur Léonard parlera demain. Mettre du temps à réagir. Est-ce que ça, on ne se dit pas que c'est peut-être un mauvais signe par rapport aux reconnaissances que vous faites vous-même et à ce besoin de changement? Écoutez, il faut qu'on ait
qu'on entende jusqu'au bout ce que vous venez de dire. Et je pense qu'il eût été très très heureux que des responsables de la hiérarchie soient sur le plateau. Moi, je le regrette profondément, mais ce n'est peut-être que partie remise. J'attends ce que je vais entendre à la conférence de presse demain et j'espère que vraiment tout cela va être dans la plus grande clarté, mais avec toute la complexité que dit Monsieur De Becker, parce que c'est exactement mon vécu personnel quand j'écoute, parce que j'en ai écouté beaucoup, c'est exactement cela, des secrets qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, parfois après 30, 40, 50 ans, et c'est là que nous devons avoir toutes sortes d'accompagnements, mais je pense que l'accompagnement doit être adapté à chaque type de victime, parce que chaque victime n'attend pas la même chose. Emmanuel De Becker, justement, cette reconnaissance de la hiérarchie la plus élevée de l'Église, les victimes l'attendent aussi. Oui, mais rappelons aussi, M. Jottès en faisait mention, que la grande majorité des agressions sexuelles, des maltraitances sexuels se déroulent dans le cercle familial. Et donc, il y a effectivement, dans la dynamique entre l'enfant et l'autorité parentale, effectivement, cette difficulté à être reconnue. Et donc, au niveau de l'Église, il n'est pas impossible, comme dans toute structure, dans toute communauté, qu'il y ait effectivement cette difficulté à reconnaître l'impensable. Hein, comme le disait tout à l'heure Gabriel Ringlet, eh bien, ce n'est évidemment pas le fond de l'Évangile que d'aller effectivement agresser des enfants. Et donc, il y a cette difficulté de reconnaissance, cette reconnaissance aussi d'une part de notre humanité, où il y a quand même, malgré tout, toujours ce risque d'aller détruire l'autre. N'oublions pas que nous avons en nous, humains, cette part de violence où il y a cette difficulté de pouvoir la reconnaître en tout cas. La reconnaissance, c'est un mot dont on parle beaucoup depuis le début de cette émission. Je me tourne vers vous, madame et messieurs les politiques. Que faire, monsieur Gillet? Je crois que le rapport de la commission Andreasen, c'est un point de départ important pour le Parlement. Je crois qu'il y a une démonstration tout d'abord implacable qui est faite par ce rapport, c'est que l'Église n'a pas su se saisir du problème, n'a pas su combattre le fléau, n'a pas su sanctionner lorsqu'il le fallait. Et puis il y a, je crois, un constat cruel qui est la position des victimes, la situation des victimes, la souffrance des victimes et le fait que celles-ci se sont tues pendant tellement longtemps, des décennies parfois pour certaines. Et donc, un manque d'écoute. Demain, on nous annonce une conférence de presse, nous verrons bien ce qui se dira dans cette conférence de presse, mais en tout cas, ce qui est clair pour nous, c'est que le Parlement doit jouer son rôle, c'est-à-dire d'abord, je crois, et c'est ce que je souhaite, que le professeur Andreasen puisse venir exposer son rapport devant le Parlement et que nous puissions en débattre, parce qu'il y a des propositions qui sont contenues dans ce rapport, et que nous puissions savoir si nous pouvons donner suite à ces propositions, de créer peut-être cet endroit, ce lieu d'écoute des victimes qui manifestement jusqu'à présent n'a pas suffi. Je rappelle, on a dit tout à l'heure qu'il y a une commission qui s'est créée en l'an 2000 avec toutes les difficultés que l'on connaît, qui n'a pas pu, je crois, jouer son rôle correctement. Ne faut-il donc pas penser à un lieu d'écoute indépendant quand même que de l'appareil de l'Église? Et puis je crois que M. Morandini a bien dit les choses tout à l'heure, je crois qu'effectivement la justice doit jouer son rôle, c'est l'attente des victimes. Si je l'ai bien compris, je crois que le juge d'instruction ou les juges d'instruction, parce qu'effectivement, il y a sans doute plusieurs dossiers en cours dans d'autres arrondissements en Belgique, doivent pouvoir mener leur tâche à bien et faire en sorte que cette justice se rende sereinement et en toute indépendance. Ça, je crois que c'est une attente de n'importe quel citoyen, mais plus précisément encore des victimes dont nous parlons malheureusement aujourd'hui. Et ça, je crois que le Parlement doit y veiller également. Catherine Fonck, ce lieu d'accueil des victimes, c'est apparemment une de vos priorités en ce moment. Je pense que la priorité des priorités, aujourd'hui, outre le fait de tirer les leçons de la commission Andreasen, bien sûr, outre le fait aussi que la justice doit aller jusqu'au bout des choses, poursuivre les auteurs, les sanctionner, avoir cette réparation qui doit être présente, mais la priorité aujourd'hui, c'est vraiment de tenir compte de ce cri de Anne, des cris des victimes, et d'avoir des lieux spécifiques pour que ces personnes puissent être entendues, aidées, accompagnées. La commission Andreasen, elle est dissoute, mais il faut vraiment un endroit avec des experts, des psychiatres, des psychologues, des assistants sociaux, voire des juristes,
qui puisse, indépendamment de l'Église dans laquelle les victimes n'ont probablement plus confiance, pouvoir réellement les prendre en charge. Ça existe. Et il y a beaucoup de choses qui existent pour les enfants, mais les adultes qui aujourd'hui ont subi des faits il y a plusieurs dizaines d'années, je pense qu'ils ne savent pas nécessairement vers qui se tourner. Le fait d'en avoir énormément parlé dans les médias va peut-être les aider à enfin trouver un peu cette possibilité de briser ce silence, briser cette chape de plomb qui manifestement s'est abattue et avec laquelle leur vie est brisée. C'est évidemment valable pour les victimes d'abus sexuels dans le cadre de l'Église, mais aussi pour toutes les autres victimes adultes lorsqu'ils étaient enfants d'abus sexuels. Est-ce que vous savez, Monsieur Willock, parce qu'on parle là des années 60, 70, 80, 90, mais aujourd'hui, chaque année, il y a 4000 enfants qui sont victimes de maltraitance. La majorité, c'est vrai, dans le cercle familial. Et un tiers de ces enfants, ce sont des victimes d'abus sexuels. Donc tous les jours, 3 ou 4 nouveaux enfants sont victimes d'abus sexuels. Beaucoup de services, d'institutions existent. Monsieur de Becker, d'ailleurs, en fait directement partie dans les équipes SOS Enfants. Toute une série d'autres structures les prennent en charge, les aident, hormis la justice, bien sûr. Mais ça démontre ô combien, aujourd'hui encore, on ne peut pas ne pas être aveugle et il faut chacun, là où il est, avoir conscience, pouvoir repérer les signes suspects de maltraitance par rapport à des enfants et pouvoir aussi évidemment dénoncer, amener sous la lumière de l'espace public de la justice les cas aujourd'hui d'enfants qui sont maltraités. Daniel Baclen, Olivier Deleuze, il y a une uniformité politique par rapport à cette idée? Moi, je pense que le droit des victimes, c'est essentiel. On s'est beaucoup battu pour cela après l'affaire du trou au Parlement, avec Jean-Pierre Malmendier et d'autres. On a beaucoup travaillé sur ce sujet, mais on se rend compte aujourd'hui que ce combat n'est pas achevé, qu'il reste encore beaucoup de choses à faire sur le plan de la reconnaissance des victimes. Et je pense que c'est vrai en général, l'individu, la personne est toujours vulnérable par rapport aux organisations et aux institutions. Et le rôle de l'État, c'est justement de protéger la personne et l'individu par rapport à toutes les organisations et à toutes les institutions qui peuvent parfois abuser d'un certain pouvoir. Donc je pense qu'il y a un travail très important à faire là-dessus, mais il faut surtout aussi se poser la question, et ce sera le rôle de la Commission de la justice, sur la séparation des pouvoirs entre les églises et l'État. Là, je pense que le contrat qui a été passé avec cette commission privée et le ministre de la Justice me semble quand même poser question par rapport à l'état de droit et par rapport à l'égalité des droits et des devoirs dans ce pays. On ne peut pas privatiser la justice. La justice, c'est la justice des hommes, c'est la justice organisée par l'État, c'est une mission régalienne essentielle, et il m'apparaît qu'ici on est dans la confusion des plans. Autant des institutions comme l'Église, par exemple, ont une mission particulière à faire sur le plan de la spiritualité, bien entendu, mais sur le plan de l'organisation de la justice, elles n'ont pas à prendre parti, elles n'ont pas à critiquer les actes de justice, elles n'ont pas à organiser elles-mêmes. C'est ce qui explique ce télescopage entre l'opération Calice et la commission Andriansen. Je pense qu'il y a eu finalement un aspect positif des perquisitions, parce que je pense que ça a permis très fortement de faire en sorte que la vérité apparaisse progressivement et qu'on avance dans ce dossier. Je ne sais pas ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de perquisition. Évidemment, on ne peut pas faire on n'a pas de boule de cristal, mais je pense... Il y a une confiance qui existait à ce moment-là. Oui, il y a une confiance. À l'égard de la commission Andriansen, la preuve, c'est que 485 personnes sont venues. Sans doute, je ne critique pas cela. Je dis simplement que cette commission qui fait elle-même des opérations de triage des dossiers, qui évalue elle-même si la prescription est d'actualité ou pas, ce sont des missions de justice. Ce sont des missions essentielles de la justice. Il ne faut pas tout confondre. Et en plus, cette commission a une sémantique particulière. On est dans un registre différent, qui n'est pas le registre de la justice des hommes. Et ça, c'est essentiel. On est par exemple, dans l'appel à la réconciliation, dans le repentir et dans le pardon. On confond souvent la victime et son bourreau. Ce n'est pas le rôle de l'État. Et ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir dans ce type de relation, mais l'État a une mission beaucoup plus fondamentale, me semble-t-il, c'est de protéger l'individu et la personne, de reconnaître ses droits, et donc de reconnaître la victime dans tout ce qu'elle a souffert. Et il me paraît essentiel que la séparation des pouvoirs
soit rappelé, et ce sera une des missions de la Commission de la Justice, de rappeler les choses à cet égard. Olivier Deleuze, on ne vous a pas encore entendu. Oui, quand il y a 470 victimes d'actes pédophiles dans une institution et qu'il y a 180 abuseurs, c'est plus de dérapage. 13 personnes décédées aussi. Oui, c'est pas des dérapages, hein, ça c'est un système, quoi. C'est un système au sein de l'Église catholique qui a perduré pendant des années et des années. Et franchement, c'est notre responsabilité de savoir ce qui s'est passé, c'est notre responsabilité de savoir pourquoi les gens d'Église n'ont pas été mis devant la justice des hommes et pourquoi la justice a été d'une certaine manière absente pendant toutes ces années. Il faut que l'enquête sache, il faut que le Parlement sache pourquoi l'institution judiciaire, là aussi, a été inactive pour que ça ne se passe pas dans l'avenir. Et moi, j'ai été très fâché de lire la conversation entre le cardinal Danneels et la victime de l'évêque de Bruges, parce que j'avais l'impression que l'homme d'église était plus soucieux des remous que ça puisse faire dans son institution que des droits de cette victime, des droits de sauver son honneur. Ça m'a beaucoup choqué, je dois vous le dire, et les représentants du peuple et la justice des hommes doivent maintenant agir pour que les gens d'église répondent de leurs actes. Donc c'est valable pour vous quatre, commission d'enquête parlementaire, commission justice, pardon. Donc il faut évidemment qu'on travaille et qu'on puisse tirer toutes les leçons de ces faits, mais d'autres faits aussi au niveau de la commission de la justice. Mais personnellement, pour ce qui concerne une commission d'enquête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on donne au niveau du Parlement les pouvoirs d'un juge d'instruction. Qu'est-ce qu'on va voir? Ça veut dire qu'on va commencer à convoquer les victimes sur base des dossiers. Moi, ça, je ne peux absolument pas être d'accord. Je voudrais d'abord qu'on respecte des victimes qui se sont fait connaître, qui n'ont pas du tout envie, pour certaines en tout cas, d'avoir leur vie étalée et leur vie personnelle encore plus brisée qu'elles ne le sont. Et donc qu'on ne vienne pas transformer le Parlement, faire le travail à la place de la justice. On a besoin, dans ces cas-ci, de beaucoup de confidentialité et ça n'empêchera pas le Parlement de faire son travail là où il doit le faire. Quelles ont été les relations entre l'Église catholique et la justice, relations qui ont permis ce silence pendant toutes ces années? C'est ça le but. Et ça, par rapport à ça, il ne peut pas y avoir de connivence entre l'État, entre la justice et l'Église. Ça, c'est très clair. La justice, elle est la même pour tout le monde, quel que soit l'endroit où ça se soit passé, quelle que soit l'autorité. C'est valable pour les politiques, c'est valable pour l'Église, c'est valable pour tout le monde. Philippe Morandini, je vous vois. Mais je voulais simplement rajouter, moi je crois que la commission Andriansen a voulu faire pour bien faire. Moi j'en suis convaincu. Et je crois qu'il y a un amalgame qui se crée, c'est qu'on est en train de se dire que la commission Andriansen jouait le rôle d'un juge d'instruction. Moi je crois qu'au départ on a voulu entourer les gens de l'accueil voulu. Parce que soi-disant, cet accueil ne le trouve nulle part. Mais je crois que c'est partir d'un postulat erroné. Moi on prend le problème à l'envers. C'est qu'on est en train de dire dès le départ, la justice n'est pas à même d'accueillir les gens, donc on va organiser cela. Je crois qu'il aurait été plus sain d'organiser la chose, mais de contribuer pleinement dès le départ avec la justice. Parce que je peux vous garantir que dans beaucoup d'arrondissements, la justice fait extrêmement bien son travail. Il y a toujours des dérapages, il y a toujours des gens qui ne travaillent pas bien. Ça, on n'empêchera pas ça. Mais moi, je le dis, et je vois des gens qui accueillent ce justiciable. Si ces gens ne savent pas faire une démarche, mais écrivez au procureur du roi, qui a la différence d'un juge d'instruction, lui. C'est peut-être technique, mais le juge d'instruction, quand c'est prescrit, ne peut rien faire. Le procureur du roi, c'est la loi, doit vérifier si la prescription est atteinte, et pour ça, il peut mener tout devoir qu'il veut. Donc, moi, je peux faire réentendre des gens qui, pour des faits d'il y a 30 ans, parce que je dois vérifier s'il y a une prescription, et après, j'envisage si je peux mettre en œuvre l'action publique. Donc, on peut faire appel à vous en cas de... Au parquet compétent, et ce parquet compétent, c'est du lieu de l'infraction. Pas moi, je dis à vous, je dis au procureur du roi, du lieu de l'infraction. C'est aussi une matière fédérale, je trouve. Hein. Pourquoi le parquet fédéral n'a pas encore pris des initiatives? Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Monsieur Gillet. Je crois qu'incontestablement, le rapport dénonce quand même un manque de lieu d'écoute approprié. Je suis d'accord, évidemment, pour dire, après l'affaire du trou, on a évidemment fait beaucoup pour les victimes, pour l'accueil des victimes, pour le fait qu'elles puissent trouver un endroit où pouvoir parler, ce qui n'existait pas du tout auparavant. Donc on a fait bien sûr des progrès. En même temps, ici, on se rend bien compte qu'il manque quelque chose. C'est pas nous qui le disons, c'est M. Andriansens lui-même qui le dit dans son rapport. Mais, et je crois que c'est important, et je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, il faut que ces enceintes d'écoute puissent effectivement être au-delà de tout soupçon
de, entre guillemets, connivence ou liaison ou lien avec l'organisation dont émanent les abuseurs. C'est ça, je crois, le souci essentiel que nous devons avoir. Ce type d'initiative, ça peut marcher, vous qui êtes pédopsychiatre? Pourquoi pas? Et en même temps, j'entends bien et je soutiens ces démarches par rapport au soutien des victimes et cette remise en question au niveau de la justice. Mais j'irai encore plus loin. Je vais en amont. Je vais au niveau de l'enfant, au niveau du bébé, au niveau de l'interaction entre le parent et l'enfant. Il y a lieu là de continuer à investir, à soutenir ces questions dites de parentalité parfois. C'est là, finalement, l'origine même de ce qui peut amener un être à connaître un développement tout à fait sécure et sain, ou peut-être, et il faudra aussi en parler, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un adolescent et puis un adulte, qu'il soit prêtre, magistrat, médecin, enseignant, eh bien, effectivement, trouve dans l'enfant un plaisir tout à fait inadéquat. Je pense que là aussi, il y a des questions à se poser. Gabriel Ringlet. Mais j'enchaîne, je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre. 1. Séparation des pouvoirs, on ne peut plus clair, nous sommes dans un État laïque. Je le dis depuis très très longtemps, séparation des pouvoirs. 2, qu'il faille investiguer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces dérapages, sûrement. Mais la question clé pour moi, c'est M. de Becker qui vient de la poser, que ça vaille pour un prêtre ou pour un autre. Quels sont les terrains qui font que cela surgit? Là, nous avons un très gros travail à faire, et ça, c'est le travail de l'Église aussi. Avant d'écouter Anne, Joël de Villers, tout ce que vous avez entendu Moi, je voudrais aussi dire, on parle souvent que c'est prescrit, mais au civil, c'est 30 ans. Donc, il y a beaucoup de dossiers de la commission Adrian Sens que c'était pas prescrit au civil, mais la commission ne dit pas aller quand même en justice. Eux, ils parlent de prescription seulement du pénal, 10 ans. Bien sûr. Voilà. Justement, j'ai déposé une proposition de loi au Parlement. On va la réactiver en commission de la justice pour allonger ce délai de prescription, comme l'Église l'a fait d'ailleurs en droit canon. Nous pensons qu'il est utile de prolonger ce délai de prescription. Sachant très bien que la souffrance, elle n'a pas de limite d'année. Et nous en sommes très conscients. N'importe qui vit une expérience comme ça. Nous devons aussi nous donner les meilleurs outils possibles pour que la justice, c'est le rôle du pouvoir législatif, pour que la justice puisse jouer à plein sa mission. On écoute Anne. Pour terminer, vous avez donc suivi ce débat. Quel est votre ressenti? Voilà, j'ai encore 2 choses à dire importantes. Ce que j'ai envie de dire à l'Église, c'est qu'ils ont ce qu'ils méritent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que par leur silence accablant, ils n'ont fait qu'empirer les choses et oser dire qu'ils ne savaient pas que les victimes souffraient autant, c'était de l'hypocrisie. À la justice maintenant de punir les violeurs, à la justice de veiller à ce que les victimes soient entendues et indemnisées correctement par l'Église pour permettre enfin aux victimes de se reconstruire. Et puis je voudrais quand même terminer et parler aux victimes. Je voudrais vraiment leur dire, vous n'êtes pas coupables, vous êtes des victimes, mais battez-vous. Dénoncez votre violeur, sinon il continuera. Sortez votre haine, votre souffrance. Battez-vous, c'est en vous battant que vous retrouverez votre honorabilité et vous vous reconstruirez. N'ayez pas peur de relever la tête, vous êtes des personnes bien et retrouvez votre confiance en vous parce que maintenant, vous n'êtes plus seuls. Merci. Merci à vous, Anne, pour le courage de votre témoignage. Monsieur de Becker, quand on entend Anne, je le rappelle, donc membre d'une communauté qui a travaillé dans une communauté religieuse, abusée fin des années 70, 50 ans aujourd'hui, on sent dans sa voix toute la douleur que c'est encore aujourd'hui, même si elle a fait un énorme travail. Même si les faits sont anciens, le souvenir nous accompagne. Et rappelons-nous toujours que des faits que nous avons vécus il y a des dizaines d'années parfois, eh bien, sont toujours avec nous chaque fois que nous nous les remémorons. Je pense que Anne parle bien effectivement de ce risque de l'isolement, du silence, et encore peut-être ce qui est plus terrible à mes yeux, c'est le non-dit. C'est de sentir qu'il y a des gens qui savent et qui ne font rien. Quand il y a cette loi du silence qu'on évoque très souvent, c'est effectivement en soi déjà destructeur. Mais ce non-dit, de savoir que les autres finalement, et l'adage dit bien, qui ne dit mot consent, est encore beaucoup plus destructeur à mes yeux. Psychologiquement, il y a un moyen de dépasser ça, pas d'oublier évidemment, mais de vivre avec pour des personnes qui ont maintenant 50, 60 ans. Il y a moyen d'y arriver? Monsieur Willock, il n'existe pas de parcours humain sans faille, sans trace, sans effectivement dommage. Mais il y a effectivement une gradation. Et effectivement, le fait d'être intrusé, le fait d'être non respecté dans son intimité, dans son corps, est un des drames les plus importants. Et donc, il est effectivement ardu de pouvoir s'en relever. Il y a effectivement différentes façons de le faire.
Anne, M. de Villers en ont évoqué, eh bien, je pense que la société doit effectivement veiller à accompagner ces personnes. Merci en tout cas à tous d'avoir témoigné. Vous le savez, depuis le début de la saison de controverse, il y a l'œil de l'experte en communication à la fin de ce débat. Isabelle Peymans, qu'avez-vous retenu de ce débat? Vous avez 1 minute. Alors, il y a 3 constatations. Bon, malheureusement, l'Église, évidemment, ne va pas en prendre pour son rhume. Donc, l'Église fait preuve de mépris envers les victimes. On l'a vraiment entendu ce soir, là tout à l'heure. Il n'y a pas de geste fort de leur part. Et M. Scholtes fait dévier quand même le débat vers la pédophilie de manière générale. Alors, je crois que le cœur du débat aujourd'hui est le silence de l'Église, son attitude envers ses victimes. Et je dirais, plus globalement, je crois que le très grand souci au départ, c'est que l'enfant est souvent pas écouté. L'enfant, souvent les parents disent « mais non, on te raconte des histoires, etc. » Je crois que le tout grand travail, tout au départ, c'est l'enfant à qui on doit donner cette confiance d'écoute, que ce soit les parents, que ce soit d'autres personnes, qu'on mette vraiment et qu'on peut-être... que le gouvernement, un jour, pourra faire des campagnes et dès le plus jeune âge, dans les écoles, se dire, voilà, ça peut vous arriver, dès que vous vivez ça, n'ayez pas peur d'en parler. Et je crois qu'à ce moment-là, les choses se mettraient un petit peu plus en place. Rapidement, Monsieur De Becker. Oui, je comprends tout à fait cette invitation, mais elle comporte certains risques. En tout cas, rappelons-nous toujours bien que la grande majorité des faits se déroulent en famille. Alors comment voulez-vous aller dénoncer son père, son grand-père, son grand frère? C'est de l'autorité dont on parle. Mais oui, donc c'est effectivement assez délicat. Donc ce sont des situations très complexes. Je comprends bien la bonne intention de madame, mais attention à certains risques en tout cas. Merci, un thème, on l'a compris, très délicat. Voilà pour ce débat lourd avec des témoignages forts. On en reparlera très certainement. Dans quelques minutes, je vous retrouverai avec l'invité de la rédaction, Jean-Michel Javot, le coprésident d'Écolo. Merci à vous, bon dimanche, à tout à l'heure.